La famille, comme vous savez, a eu son berceau au Liban. Et c'est une famille de la montagne, me dit-on, ou proche de la montagne, puisqu'on m'a dit qu'elle était d'origine de Barbara, au sud de Tripoli. Et les raisons de son effritement, l'Égypte était un pays de très grande attirance à l'époque, c'était le grand pays qui avait un boom économique très important. Et il y avait au Liban des circonstances politiques aussi qui ne permettaient pas un développement naturel de certaines de ces familles. Donc, entre le pôle d'attraction que représentait l'Égypte, le centre d'attraction économique que représentait l'Égypte et les événements politiques de la fin du siècle dernier au Liban ont fait qu'il y a eu une immigration également, une immigration qui a eu lieu vers l'Égypte. Et c'est surtout vers là qu'elle a eu lieu, cette immigration de la famille en tout cas. Je ne crois pas qu'elle s'est effritée plus qu'au-delà de l'Égypte. Il y a eu quelques intérêts économiques en Palestine, mais l'essentiel c'est arrêté en Égypte. Robert Sursock, vous avez vu le jour en Alexandrie, une ville particulièrement attachante et chaleureuse, malgré le côté cosmopolite qui l'a particularisé. C'était l'été, c'était les vacances, et c'est là que vous êtes né. Donc vous êtes un produit de cet été, vous êtes le produit des vacances de vos parents. Vous avez par la suite vécu au Caire. Et votre enfance fut naturellement imprégnée par cette touche orientale. Dites-moi aujourd'hui, cette empreinte, comment vit-elle toujours en vous? Est-ce qu'elle vit toujours en vous? Existe-t-elle toujours? Elle ne m'a jamais quitté. Je suis né au bord de la mer, c'était le hasard, parce que c'était en été. Nous sommes du Caire, ma famille vivait au Caire. Et pour moi, l'Orient, c'est l'essence génétique de plusieurs générations. Donc je ne peux pas, je ne crois pas que je la vis autrement. Je la vis naturellement. C'est une vie naturelle pour moi. C'est pas forcé sur moi. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vécu dans une ambiance très très protégée. J'ai eu de la chance de vivre dans cette famille qui était dans le cadre de l'époque, dans une famille qui avait sa forme de générosité, sa générosité d'être. D'une part, je sais que la maison dans laquelle j'habitais, il y avait énormément de personnes à notre service et elles étaient toutes remarquablement bien traitées quand je compare même aujourd'hui la manière dont le personnel est traité. J'ai été élevé dans une famille où ma grand-mère a été la fondatrice de plusieurs œuvres de charité, dont l'une des plus importantes qui existe toujours au Moyen-Orient, qui est Tahsin es-Saha, qui a œuvré et qui continue à œuvrer dans le cadre des enfants orphelins en Égypte et malades. Elle a été une des fondatrices avec ma mère également du Croissant Rouge égyptien. Elle a créé un hôpital qui existe toujours au Caire et qui est assez important, Dar el-Shefa. Donc tout ça pour vous dire que j'ai vécu dans une ambiance où l'injustice sociale était prise en considération. Je veux dire, c'était vraiment un problème en famille, on en parlait souvent. Et quand il y a eu la Révolution, je ne crois pas que ma famille était pas royaliste dans le sens... Elle était royaliste dans le sens qu'elle était traditionnaliste, mais traditionnelle, je veux dire. Mais je ne crois pas que, au point de vue de la justice sociale ou des corrections que promettait le nouveau régime à l'époque, elle était contre ça, elle était pour ça. Et je vous rappelle que, vous parliez d'orthodoxie tout à l'heure, mais ma famille a toujours été, mes grands-oncles, mes oncles, tout ça, ont toujours été des nationalistes arabes, où il y avait une forme de justice sociale qui était prônée dans cette philosophie-là. Et moi, par la suite, dans mon travail jusqu'à présent, j'ai toujours essayé ça a été pour moi un moteur très essentiel dans ma vie. Vraiment, le problème de la justice sociale. On va en parler, j'espère, tout à l'heure, de la justice et de l'injustice sociale dans nos pays. Certainement, certainement. En parlant justement de justice sociale, en parlant de cette époque-là, il y avait le mouvement des officiers libres qui y œuvraient clandestinement. Et c'est un système qui s'imposait
de plus en plus au fur et à mesure. Alors les tentatives du coup d'État se succèdent, et c'est le 23 juillet 52 que le roi Farouk abdique au pouvoir, et le régime en Égypte devient désormais un régime militaire. Alors pour vous, famille bourgeoise, privilégiée, capitaliste, orthodoxe, c'est ainsi que vous étiez qualifié, il faut dire. Votre père Khalil Sursok, qui était un grand propriétaire terrien, et votre palais au Caire était assez grand. Il faisait, je pense, 2 ou 3 fois les palais de la famille à la rue Sursok à Ashrafiyeh. Pour vous, comment a été perçue la réussite du coup d'État? Moi, j'étais très jeune. Vous me faites passer pour plus vieux que je ne le suis. Non, pas du tout. Non, mais moi, je vous ai dit au début, comme quand vous étiez enfant. Et l'enfant oui, j'étais très jeune. C'était une période cruciale, et vous en étiez témoin. Je crois que la vraie période cruciale, je crois que la Révolution, pour moi, j'étais un enfant, je vous dis, j'étais un peu au 19e siècle à l'époque. C'était pour moi des événements qui me dépassaient. Mais la vraie révolution, je crois, a été quelques années après, où il y a eu 2 événements importants qui ont marqué ma période à cette époque-là. Un, c'était la guerre de 1956. La guerre de l'agression qu'on appelait l'agression tripartite à l'époque. Ça a beaucoup marqué ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup affecté cette époque-là. Parce que je comprends vraiment jusqu'à présent, d'ailleurs, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ces 3 pays ou ces 3 États j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai toujours pas compris vraiment la raison, parce que c'était voué à l'échec, c'était un désastre cette histoire. Et le grand événement, je crois, de l'époque, ça a été 1960, fin 61, quand il y a eu une faisale entre la Syrie et le Liban, et le Syrie et l'Égypte, et quand, à cette époque-là, ils ont séquestré, ils ont nationalisé, ils ont mis en prison la bourgeoisie égyptienne, dont ma famille, bien sûr. Et je crois que ça a été le grand réveil, ça a été le grand réveil, le grand tournant de ma vie. La révolution de 53, si vous voulez, l'Égypte a fait une révolution des œillets, comme au Portugal. C'était pas une révolution sanguine, il n'y a pas eu d'événement, il ne s'est rien passé. Le lendemain, les gens ont continué à aller au bureau. Ça n'a rien changé à ma vie, à moi, de jeune enfant que j'étais, ça n'a rien changé à mon quotidien, vous voyez. Les vrais changements à mon quotidien, c'était la guerre de 56. Et parce que c'était la première fois que j'étais confronté à des événements de guerre. Et surtout la période 61 et Infosal. Alors cette année justement, tous les propriétaires terriens voient leurs biens confisqués. La réforme agraire, oui. Vous êtes une famille donc bourgeoise qui possédait beaucoup de terres, beaucoup de biens. Alors tout ça a été nationalisé. Votre vie, dans quel sens a-t-elle changé? Ma vie de tous les jours n'a pas changé. La vie de la famille a changé. Ma vie à moi n'a pas changé. Mais vous savez, cet événement s'est produit ensuite, s'est produit beaucoup de fois dans d'autres pays, plusieurs fois dans d'autres pays ensuite. Je crois que les gens n'arrivent pas à croire ce qui leur arrive, n'arrivent pas à imaginer ce qui leur arrive. Alors, je me rappelle des discussions en famille quand j'étais enfant, où il y a eu la réforme agraire, où on nous a pris nos terres et on nous a dit vous êtes réduits à tant d'hectares au lieu d'avoir tant de milliers d'hectares. Mais la famille avait des biens par ailleurs, elle avait des immeubles, elle avait des actions, elle avait des usines agroalimentaires, j'en sais rien. Elle avait un certain nombre d'autres actifs. Et pour eux, la vie continuait, je crois. Franchement, ils n'ont pas vu que les choses pouvaient aller plus loin. Ils ont imaginé que ça allait s'arrêter là. Et ils y ont cru vraiment. Hein, ils y ont vraiment cru que les choses allaient s'arrêter là. Et dans l'esprit ils étaient compensés par des bons du Trésor à l'époque qui sont avérés être des bouts de papier, mais à l'époque ils y croyaient. Je ne crois pas qu'ils ont... ils n'ont pas fait d'actes de résistance ou d'opposition vraiment à la chose à l'époque, parce qu'il y avait des biens par ailleurs, il y avait suffisamment de... Et je vous dis, ils avaient quand même un esprit nationaliste et compensé avec des bons de trésor, je crois qu'ils ont vécu ça comme ça.
C'est surprenant ce que je vous dis, mais c'est vrai. Le mouvement nassérien avait dévasté, ou plutôt avait envahi les peuples arabes, surtout la jeune génération, qui était hypnotisée par le discours d'Abd el-Nasser. Cette jeune génération avait trouvé des affinités avec les principes gauchisants, ou plutôt les principes de la gauche correspondaient aux aspirations de la jeune génération. Est-ce que vous étiez concerné? Étiez-vous conscient de ce qui se passait? Oui, tout à fait. Je vous dis que j'étais chez les Pères Jésuites et à l'époque, le collège dans lequel j'étais faisait partie dépendait du ministère de l'Éducation nationale et les mêmes règles s'appliquaient dans toutes les écoles. Et dans notre collège, il y avait aussi des officiers de l'armée égyptienne qui venaient nous faire ce qu'on appelait à l'époque Tadrib Askari ou Tarbi Askari. Entraînement militaire alors? Entraînement militaire, oui, pour les jeunes. C'était c'était les jeunesses, les gardes de la Révolution, ou je ne sais pas, vous appelez comme vous voulez. Et tous les matins, j'allais en uniforme militaire à l'école. Et on saluait le drapeau, et puis on se changeait, et puis on allait au cours normalement. Donc si vous voulez, j'ai connu ça. J'ai connu aussi, alors comme j'étais très sportif, j'avais eu très vite des galons. J'ai eu très vite des galons, et très vite j'ai eu 4 galons, ce qui était extraordinaire. Et en plus, ils m'ont mis dans ce qu'ils appelaient à l'époque la police militaire des choses. Donc j'avais droit à beaucoup de décorations et d'un uniforme très C'est privilégié alors? Très privilégié, oui. Comme tout jeune gosse, moi je me suis laissé, ça m'amusait de commander d'autres jeunes à l'école et d'avoir 4 galons au lieu d'avoir 0 gallon ou 2 galons. Et puis en 1961, justement au moment d'une Fessal, j'ai été considéré fils de Raja'i capitaliste. Et donc, on m'a enlevé mes galons. Et c'était très triste. Et ça a été ma grande déchirure. J'avais 16 ans, 15-16 ans. C'est une déception. Ça a été ma grande déception de l'époque nassérienne, c'est comment enlever mes galons. S'il m'avait laissé mes galons, peut-être que j'aurais été un grand nassérien aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il m'a enlevé mes galons à l'époque et... Vous avez été exclu? J'ai été exclu. Du système. Moi, ma famille de toute façon, mais moi j'ai été exclu. C'est ça qui est terrible. Le jeune garçon, quoi. Ce jeune garçon de 15 ans était exclu. À cause de sa naissance.